Un soldat revient après des années d'absence et découvre que sa fille de 8 ans vit avec des centaines de créatures rouges rampantes juste sous son oreiller. Il pensait qu'il s'agissait de simples punaises de lit, jusqu'à ce que la vérité le frappe de plein fouet. Qui pourrait faire une chose pareille à un enfant? Et qui était réellement derrière tout ça? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Jacques Harper leva la main et frappa 3 coups fermes à la porte en bois d'une modeste maison dans la ville de Havenwood. Le sac à dos militaire qu'il portait en bandoulière était un rappel silencieux de la vie qu'il venait de quitter. Seulement, il servait désormais un autre but, récupérer une partie de lui-même. C'était la maison de Sarah, sa défunte épouse, et l'endroit où sa précieuse fille, Ellie, vivait maintenant avec sa belle-mère, Vanessa. La porte s'ouvrit en grinçant. Vanessa se tenait là, ses cheveux bruns soigneusement attachés, les yeux fatigués mais s'efforçant de garder une contenance polie. Son visage marqua une surprise évidente. « Jacques, quand es-tu rentré ?» Sa voix vacilla, plus une question qu'un salut. « À l'instant, » répondit Jacques, essayant de sourire, bien que cela ne fît qu'effleurer les coins de sa bouche. « Je voulais faire une surprise à Ellie. Est-elle à la maison ? » ?»« Oui, elle est dans la cuisine. » Vanessa s'écarta pour le laisser entrer. Jacques pénétra dans la maison et fut immédiatement frappé par une odeur de renfermé et de moisi. Le salon était sombre, les rideaux tirés, ne laissant passer qu'un mince filet de lumière sur les bords. Sur une étagère poussiéreuse, des photos de famille semblaient intactes, Sarah et Ellie, souriantes, dans des moments depuis longtemps révolus. Tout dans cette maison semblait à l'abandon, comme un monument figé dans le temps. « Je vais chercher Ellie », dit rapidement Vanessa, se tournant déjà vers le couloir. « Pas la peine », l'arrêta Jacques, sa main se levant instinctivement. « Je vais aller la voir moi-même. » Il s'avança à l'intérieur. La maison était froide, obscure, épaisse d'un air humide. Les rideaux pendaient lourdement, filtrant le peu de lumière qui restait. Le silence était palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. De la cuisine provenait le doux balayage d'un balai et le bruit de pantoufles sur le sol. Jacques s'arrêta à l'entrée. Ce qu'il vit lui serra le cœur. Ellie, sa fille, était penchée, balayant de petits tas de poussière sous la table à manger. Elle portait une vieille chemise de nuit trop grande, ses cheveux blonds pâles tombaient librement, des mèches lui barrant les joues. Sa petite silhouette paraissait frêle, son dos courbé dans un mouvement mécanique pendant qu'elle travaillait. « Ellie » appela doucement Jacques. La petite fille sursauta et se retourna. Ses grands yeux se figèrent sur lui un instant avant que la reconnaissance ne s'installe. Mais elle ne courut pas vers lui. Elle ne sourit pas. Elle resta simplement immobile, serrant plus fort le manche du balai. Jacques s'approcha et s'agenouilla à sa hauteur. Ellie ne parla pas, son regard se perdit au loin. C'est alors qu'il le remarqua. Sur sa peau pâle, parsemée sur ses bras et son cou, se trouvaient de minuscules taches rouges. Certaines étaient en relief, d'autres pelaient, révélant une peau à vif et tendre en dessous. Cela ne ressemblait pas à des éruptions cutanées ordinaires ou à des piqûres d'insectes. Elles étaient étrangement réparties, anormales, comme si son corps réagissait à quelque chose auquel il ne devrait pas être exposé. « Qu'est-il arrivé à tes bras ?» demanda Jacques, sa voix s'abaissant. Ellie retira instinctivement son bras, le cachant derrière elle. Jacques regarda de plus près. La rougeur présentait des motifs étranges, presque comme une réaction chimique. Il se leva et se tourna vers Vanessa, qui était à l'évier, prétendant faire la vaisselle. « Que sont ces marques rouges sur sa peau ?» demanda-t-il fermement. Vanessa leva les yeux, décontenancée. « Probablement juste une allergie. Elle a la peau sensible. J'ai gardé un œil dessus. » Jacques ne dit rien. Il ne la croyait pas, pas une seconde. Plus tard, après un dîner silencieux, Jacques emmena Ellie à l'étage dans sa chambre. C'était un désordre, le lit défait, l'air piquant d'une odeur de désinfectant. Ellie s'allongea et tourna son visage vers le mur. Juste avant de s'endormir, elle murmura « Papa, j'ai peur des choses sous mon oreiller. » Elle n'arrête pas de chuchoter. Le cœur de Jacques se serra. Les choses sous l'oreiller, qui chuchotaient. Il jeta un coup d'œil vers Vanessa, qui tripotait maintenant les rideaux, le dos tourné. Sa silhouette dans la pénombre de la pièce était illisible, comme une ombre sans visage. La nuit tomba. Jacques était allongé sur le canapé usé du salon, essayant de se reposer, mais son esprit ne le laissait pas tranquille. C'est alors qu'il l'entendit. Des bruits de pas, légers, mesurés, traversant le couloir à l'étage. Pas les pas lourds d'un adulte, ni les tapotements maladroits d'un enfant.
Ceux-ci étaient délibérés, silencieux, mais déterminés, se dirigeant vers la chambre d'Élie. Jacques retint son souffle. Les pas s'arrêtèrent à sa porte. Un faible son suivit, comme une poignée de porte que l'on tourne doucement. Puis le silence. Jacques resta immobile, tendu, à l'écoute de tout autre bruit. Rien. C'était peut-être juste Vanessa qui vérifiait si Élie allait bien, tenta-t-il de se rassurer. Mais le malaise persistait. Vers minuit, un cri doux et étouffé s'éleva de la chambre d'Élie. Pas un hurlement de terreur, plutôt le son d'un cauchemar, un gémissement brisé. Puis vinrent de faibles sanglots, épars et doux. Jacques bondit du canapé. Il se déplaça rapidement mais silencieusement vers sa chambre. La porte était légèrement entr'ouverte. Il la poussa doucement. Élie se débattait sur le lit, les bras s'agitant dans son sommeil, des perles de sueur sur son front. Elle était plongée dans un cauchemar terrible. Jacques s'assit à côté d'elle, lui secouant doucement l'épaule. « Élie, ma chérie, réveille-toi. Papa est là. » Elle se réveilla en sursaut, les yeux grands ouverts, le fixant dans le noir. Une larme coula sur sa joue. Elle ne parla pas, se blottit simplement contre lui, enroulant ses bras fermement autour de lui comme s'il était son dernier refuge. « Tout va bien maintenant, » murmura Jacques, la tenant près de lui, sentant les battements rapides de son petit cœur contre sa poitrine. Mais le malaise dans sa poitrine ne fit que grandir. Il regarda autour de lui dans la pièce sombre, ses yeux s'attardant sur les draps tachés, puis revenant aux marques rouges sur la peau d'Élie. Rien de tout cela n'était normal. Et Jacques Harper, un ancien membre des forces spéciales, savait une chose avec certitude. Il ne dormirait pas tranquille tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité derrière tout ça. Ce n'était plus un simple retour au pays. C'était une mission. Les sanglots d'Élie s'estompèrent peu à peu alors qu'elle sombrait dans le sommeil. Jacques lui caressa doucement les cheveux, ses yeux scrutant la pièce plongée dans le noir. Vanessa n'était pas venue, même pas après le cri d'Élie. Jacques savait qu'elle l'évitait, ou du moins, qu'elle ne voulait pas affronter ce qui se passait dans cette maison. Il allongea délicatement Élie sur le lit, tirant la couverture sur elle. Mais il ne quitta pas la pièce tout de suite. Ses mots murmurés, celles sous l'oreiller, elle chuchote, résonnaient dans son esprit, ainsi que ses marques rouges sur sa peau. Un sentiment d'urgence s'empara de lui, un instinct qui disait à Jacques qu'il devait agir immédiatement, ici et maintenant. Il devait en avoir le cœur net. Jacques sortit un vieux téléphone de sa poche et alluma la lampe de poche. Il se mit à genoux, soulevant lentement le bord du drap, avec une précaution infinie pour ne pas réveiller Élie. Le faisceau lumineux frappa une vision qui le figea sur place, ses pupilles se contractant. Sous le drap, juste au bord du matelas, des dizaines, peut-être des centaines de minuscules créatures grouillantes rampaient dans une nappe de liquide rouge vif. Elles ne ressemblaient pas à des punaises de lit ordinaires. Celles que Jacques connaissait avaient un liquide couleur rouille foncée et un corps plat. Celles-ci étaient plus rondes, boursouflées comme de petites baies, et le liquide rouge était si vif qu'il semblait presque luire. Elles scintillaient et se tortillaient les unes sur les autres dans une masse pulsante et enchevêtrée, comme une sorte d'essème suralimenté. Une vague de dégoût et d'horreur parcourut l'échine de Jacques. La menace qu'Élie avait mentionnée était réelle, et elle était vivante, rampant sous son oreiller, drainant la vie de sa fille. Il leva le téléphone et commença à enregistrer une vidéo, capturant la vue la plus claire possible. La lampe de poche clignotait en silence, seul le doux clic mécanique de l'appareil marquant chaque prise. En filmant, la lumière attrapa soudain quelque chose de métallique et brillant près du bord du matelas, là où les créatures rampaient. L'oreiller l'avait caché jusqu'à présent. Jacques se pencha, inclinant la tête. C'était une petite seringue en verre, avec une légère trace de liquide rouge vif encore collée à la pointe de l'aiguille. Le choc le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas de simples punaises de lit. C'était bien pire. Vanessa avait menti. Ces choses n'étaient pas des punaises de lit, et quelqu'un avait injecté quelque chose à sa petite fille. Jacques n'était plus fatigué. Son esprit était clair, alerte. Soigneusement, il enveloppa la seringue dans un chiffon propre, en veillant à ne laisser aucune empreinte. Il prit également plusieurs photos sous différents angles. C'était une preuve irréfutable. Une fois terminé, Jacques rabaissa doucement le drap, couvrant un nouveau lessème grotesque. Il ne pouvait supporter que ces choses soient près d'Élie une seconde de plus. Il sortit de la chambre en silence et ferma la porte derrière lui. De retour dans le salon, il s'assit et commença à chercher. Des termes comme petits insectes rouges, insectes avec liquide rouge vif, insectes qui aspirent un liquide rouge, et même créatures génétiquement modifiées.
Il parcourut des centaines de résultats, des sites d'entomologie aux forums sur les épidémies. Rien ne correspondait. Ces choses n'apparaissaient dans aucune base de données qu'il avait vue, ni dans aucune image en ligne. C'était autre chose, quelque chose d'étrange et de potentiellement dangereux. Alors qu'il examinait les résultats, un faible gémissement fragile résonna de nouveau depuis la chambre d'Élie. Le cœur de Jacques se serra. Il se tourna brusquement vers le couloir. Cette fois, les sanglots devinrent plus forts, accompagnés de marmonnements incohérents. Non, n'en prenez plus. La voix d'Élie était faible, presque un murmure, répétant les mêmes mots dans son sommeil. Non, n'en prenez plus. Jacques resta là, une vague d'impuissance montant en lui. Il savait qu'il venait d'entrer dans un nouveau type de bataille. Et cette fois, l'ennemi n'était pas des terroristes ou des insurgés. L'ennemi se cachait au sein même de son propre foyer, et il avait Élie dans sa ligne de mire. Cette première nuit à Havenwood, Jacques ne dormit pas du tout. Il resta assis seul dans le salon sombre, la seringue soigneusement enveloppée et serrée dans sa paume. L'image de ces insectes rouges sang et les murmures d'Élie hantaient ses pensées. Chaque instinct d'un ancien soldat des forces spéciales s'était réveillé. Il protégerait sa fille, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, lorsque Jacques sortit du salon, Vanessa était déjà dans la cuisine. Elle préparait du café, le tintement doux des tasses résonnant à un rythme régulier. Elle se retourna et lui adressa un sourire forcé. « Bonjour Jacques. Tu veux du café ?» Sa voix semblait normale, mais ses yeux évitaient toujours les siens. « Oui, merci », répondit Jacques, gardant un ton neutre. Il s'assit à la table de la cuisine et l'observa. Vanessa avait l'air plus fatiguée que la veille, elle n'avait probablement pas bien dormi non plus. « Comment va Élie ? » « Elle dort encore. Je crois qu'elle a fait un cauchemar cette nuit, dit Vanessa en posant une tasse de café devant lui. Tu sais comment sont les enfants, parfois ils font juste des rêves étranges. Jacques ne répondit pas. Vanessa se mit à bavarder, essayant de créer un semblant de normalité. Je pensais emmener Élie voir sa maîtresse aujourd'hui, dit-elle nonchalamment. Jacques prit la parole, l'interrompant avec une suggestion soudaine. J'aimerais venir avec vous. Je veux savoir comment elle se débrouille à l'école. C'était la première étape de son enquête silencieuse. Vanessa se raidit légèrement. Oh, ce n'est pas nécessaire. Je peux m'en occuper. Tu viens de rentrer, tu devrais te reposer. C'est bon, je veux rencontrer sa maîtresse, dit fermement Jacques, observant la réaction de Vanessa. Elle hésita un instant, puis hocha la tête. D'accord. Sa maîtresse principale est mademoiselle Helena. Elle est très gentille. 1 heure plus tard, Jacques et Vanessa emmenèrent Élie à l'école. C'était un petit bâtiment non loin de la maison, avec des murs en briques rouges et une cour de récréation silencieuse, vide à cause du temps frais. Élie avait l'air endormie, traînant les pieds. Elle parlait peu, se contentant de serrer fermement la main de Jacques. Lorsqu'ils rencontrèrent mademoiselle Helena dans la salle des professeurs, Jacques prit les devants. « Bonjour, mademoiselle Helena. Je suis Jacques Harper, le père d'Élie. J'aimerais vous poser des questions sur ses progrès scolaires. » Il garda un ton poli mais sérieux. Mademoiselle Helena, une femme d'âge mûr aux cheveux soigneusement épinglés et aux yeux chauds et doux, regarda Élie avec inquiétude. « Ravi de vous rencontrer, monsieur Harper. Élie est une adorable petite fille. » Cependant, elle marqua une pause, jetant un bref regard à Vanessa, puis de nouveau à Jacques. Dernièrement, elle est très somnolente en classe. Elle semble souvent distraite, déconcentrée. Il y a eu des moments où elle s'est carrément endormie sur son bureau. Jacques hocha la tête. Ce que la maîtresse décrivait correspondait à ce qu'il avait observé. A-t-elle eu d'autres problèmes de santé ? Mademoiselle Helena hésita. Eh bien, il y a eu quelques incidents où elle semblait avoir des fuites d'un liquide rouge-orangé sans cause claire. J'en ai informé Madame Vanessa. Jacques se tourna vers Vanessa. Elle fit un petit signe de tête, le visage sans expression, comme si c'était quelque chose de tout à fait ordinaire. Jacques en prit note mentalement. Après avoir quitté l'école, Jacques prétexta vouloir faire une promenade en ville pour prendre l'air. Il se sépara de Vanessa et d'Élie. En passant devant un petit jardin, il remarqua Clara, une voisine âgée aux cheveux blancs comme neige, qui taillait ses rosiers. Elle leva les yeux et le reconnut. « Jacques, mon Dieu! Je ne m'attendais pas à te revoir ici. » Le sourire édenté de Clara s'illumina. « Ça fait une éternité. Comment vas-tu, mon cher ? » « Je vais bien, Clara, merci, » répondit Jacques, engageant la conversation aussi naturellement que possible. « Je suis juste revenu voir Élie. Comment va-t-elle ces derniers temps ?
Eh bien, la petite Ellie est toujours la même, une si gentille fille, dit Madame Clara, son regard se portant vers la maison de Jacques et Vanessa. Mais Vanessa a agi un peu étrangement ces derniers temps. Elle ne parle plus autant aux voisins qu'avant. Et tu sais quoi, elle reçoit des paquets plutôt étranges. Jacques feignit la curiosité. Des paquets étranges? Oui, des boîtes carrées, très soigneusement emballées. Elle les accepte toujours tard le soir ou tôt le matin, jamais pendant la journée. Et elle les emporte directement dans la maison, très secrètement, murmura Madame Clara, comme si elle partageait un potin de quartier juteux. Jacques hocha la tête. Probablement juste des choses qu'elle a commandées en ligne, dit-il, essayant de paraître désinvolte, mais à l'intérieur, il était tout sauf calme. Il remercia Madame Clara et continua sa marche. En revenant à la maison, il fit délibérément le tour par l'arrière. La vieille maison avait un petit jardin à l'arrière, et une grande poubelle en plastique était nichée dans un coin. Jacques ralentit, jetant un œil à l'intérieur. Elle n'était pas pleine. Sans hésiter, Jacques enfila une paire de gants en tissu fin, du genre qu'il gardait toujours dans son sac à dos. Il souleva le couvercle et commença à fouiller dans les ordures. Sacs en plastique, bouteilles vides, vieux journaux. La puanteur de la moisissure et des déchets ménagers le frappa de plein fouet. Il prit une profonde inspiration et se concentra. C'est alors qu'il la trouva, une petite boîte en carton aplati. Y était faiblement imprimé un logo circulaire avec 3 bras en spirale, en petites lettres, Biogen Research Solutions. Jacques prit une photo du logo et mémorisa le nom de l'entreprise. Une société de recherche biologique. Cela correspondait à ce qu'il commençait à soupçonner, une sorte d'expérimentation. Cet après-midi-là, Vanessa n'était pas à la maison. Elle avait dit qu'elle allait faire les courses. C'était la chance de Jacques. Il savait que son bureau se trouvait au bout du couloir du rez-de-chaussée, à côté de la cuisine. Il l'avait entrevue à son arrivée. Jacques s'approcha de la porte du bureau. Elle n'était pas verrouillée. Il la poussa et entra. La pièce était bien plus ordonnée que le reste de la maison. Un grand bureau en bois sombre dominait l'espace, avec un ordinateur portable en son centre. Les étagères étaient remplies de livres techniques, dont plusieurs portaient sur la biologie et la médecine. Jacques commença à fouiller. Il n'avait pas beaucoup de temps. Il vérifia les tiroirs du bureau. La plupart contenaient des objets banals, factures, reçus, documents. Mais dans un tiroir verrouillé, il trouva quelque chose, un petit disque dur externe, d'une couleur noire rougeâtre profond, et une pile de notes manuscrites. Le disque dur était crypté, Jacques savait qu'il ne pourrait pas y accéder pour l'instant. Il en prit une photo et nota le numéro de série. Puis il prit les notes. Elles étaient griffonnées d'une écriture désordonnée, rédigée à la hâte. Jacques feuilleta les pages, parcourant chaque mot. Des symboles étranges, des chiffres, de petits schémas. Et puis, au milieu d'une page, soigneusement soulignée, il le vit, liquide rouge F3. Forte réaction. 8 ans. Tolère faible dosage. Ellie a 8 ans. Jacques se figea, tout son corps se bloqua, comme si l'air lui-même s'était transformé en glace autour de lui. Les pièces n'étaient plus éparpillées, elles s'étaient assemblées pour former une image terrifiante, si claire qu'elle le glaça jusqu'aux os. Ellie n'était pas simplement victime de punaises de lit ou d'allergie. Elle était le liquide rouge. On se servait d'elle pour des expériences. La fureur silencieuse que Jacques portait en lui s'enflamma. Vanessa n'était pas seulement une belle-mère négligente, elle était une complice, peut-être même celle qui menait directement ces horreurs. Il prit des photos du carnet, s'assurant que chaque mot était net et lisible. Puis il replaça soigneusement le disque dur et les notes exactement là où il les avait trouvées. Il ne voulait rien déranger. Quand Jacques sortit du bureau de Vanessa, quelque chose dans ses yeux avait changé. Fini les vagues soupçons, fini les doutes persistants. Seulement le choc et une rage qui brûlaient purement. Il avait trouvé l'ennemi, et il ne s'arrêterait pas tant que la vérité ne serait pas exposée et sa fille en sécurité. Jacques ne pouvait pas dormir. Il était assis sur le canapé du salon, les yeux grands ouverts. Il savait que Vanessa dormait dans la chambre au bout du couloir, totalement inconsciente de ce qu'il avait découvert. Il ne l'avait pas encore confrontée, ne l'avait pas traînée à la lumière. La raison était simple, il avait besoin de preuves plus irréfutables. Les photos et la seringue étaient solides, mais pas suffisantes pour porter plainte avec certitude, surtout si quelqu'un de plus gros, peut-être une organisation, était derrière tout ça. Il avait besoin d'images vidéo claires, d'une prise de l'acte non autorisée lui-même. Et il avait besoin que celui qui faisait ça montre son visage. C'est aussi pour cette raison qu'Ellie devait encore dormir dans cette même chambre.
Jacques détestait l'idée que sa fille soit allongée sur ce lit avec ces viles petites créatures rampant à proximité, mais s'il la déplaçait, il risquait d'interrompre l'activité en cours et de perdre sa chance de surprendre la personne qui lui faisait du mal en flagrant délit. Vers minuit, Jacques se leva discrètement. Il se dirigea vers la chambre d'Élie. La porte était toujours légèrement entr'ouverte. Il la poussa doucement et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Élie dormait profondément. Jacques entra, silencieux comme un chat qui rôde. Il s'approcha de son lit. Il ouvrit le sac à dos tactique qu'il avait préparé plus tôt dans la soirée. À l'intérieur se trouvait un kit de surveillance de base, une microcaméra à fixation magnétique, un enregistreur vocal activé par la voix et quelques outils de prélèvement de traces. Soigneusement, il fixa la petite caméra au plafond, directement au-dessus du lit d'Élie, où elle pourrait capturer toute la zone de sommeil sans être vue. Vint ensuite l'enregistreur vocal. Il le glissa sous le lit, près de la tête de Lee, s'assurant qu'il capterait même le son le plus faible. Une fois tout en place, Jacques quitta tranquillement la chambre d'Élie et referma la porte. Il retourna sur le canapé du salon, s'assit et fixa l'écran de son téléphone. Le temps s'étirait lentement, minute par minute, seconde par seconde. Jacques ne bougeait pas, seuls ses yeux balayaient l'écran. Il pouvait entendre le tic-tac de l'horloge dans la cuisine, le vent qui s'infiltrait par le cadre de la porte et le battement régulier de son propre cœur. L'horloge de son téléphone affichait 2 heures du matin. Soudain, une ombre apparut à l'entrée de la chambre d'Élie. Elle se déplaça doucement, glissant dans la pièce comme un fantôme. Jacques retint son souffle, les yeux rivés sur l'écran, essayant de distinguer de qui il s'agissait. La silhouette était plus grande que celle d'Élie et avait de longs cheveux. Elle se dirigea droit vers le lit. La caméra captura une scène glaçante. La silhouette ténébreuse retira lentement la couverture d'Élie. Jacques put voir clairement une main s'avancer, tenant quelque chose de petit et de brillant. Cela ressemblait exactement à la seringue qu'il avait trouvée la veille. La main plaça doucement le petit objet sur le poignet d'Élie et le fixa avec une bande de ruban adhésif médical. Élie resta profondément endormie, totalement inconsciente. Puis la silhouette recula lentement, remonta la couverture sur Élie et se glissa hors de la pièce, disparaissant dans l'obscurité. Jacques resta assis, immobile. Il l'avait enregistré. La preuve. La rage en lui éclata, brûlante et douloureuse. Vanessa ou quelqu'un d'autre, qui que ce soit, ils avaient franchi une ligne. Quelqu'un s'en était pris à sa fille. Sans consentement, sans hésitation. Jacques sortit son téléphone. Il ne pouvait plus attendre. Il composa le 911. 911, quelle est votre urgence ? Répondit la voix du répartiteur. Je dois signaler un cas de maltraitance sur enfant, dit Jacques, la voix basse et maîtrisée. Il décrivit la situation, leur donna l'adresse et insista sur la vidéo qu'il venait d'enregistrer. J'ai des preuves. Moins de 15 minutes plus tard, une voiture de police s'arrêta devant la maison. 2 officiers entrèrent, leurs yeux balayant l'intérieur sombre. Jacques leur montra la vidéo. Il leur remit également la seringue, soigneusement emballée. Les officiers regardèrent la séquence plusieurs fois. Ils examinèrent la seringue, puis regardèrent Jacques. L'un d'eux, un jeune officier au regard sceptique, prit la parole. « Monsieur Harper, nous comprenons votre inquiétude, mais cette vidéo, elle ne montre pas clairement le visage de quelqu'un. Nous ne pouvons pas confirmer de qui il s'agit. Et cette seringue, où l'avez-vous trouvée ? » Sous l'oreiller d'Élie, répondit Jacques, la voix tendue par l'émotion. Je pense que quelqu'un lui a injecté quelque chose. Vanessa est ici, c'est la belle-mère. C'est peut-être elle qui l'a fait. L'officier plus âgé, plus calme et plus mesuré, prit la parole. Monsieur Harper, cela semble être une affaire de famille. Nous aurions besoin de preuves plus concrètes pour intervenir. Une vidéo floue et une seringue non vérifiée ne suffisent pas pour que nous agissions, surtout en l'absence de signes visibles de violence. Pas de signes de violence, cria presque Jacques. Elle présente des réactions biologiques anormales. Il y avait des créatures dégoûtantes sous son oreiller. N'est-ce pas une preuve suffisante ? Nous comprenons, répondit fermement l'officier plus âgé. Mais une chose pareille nécessiterait une enquête plus approfondie des autorités sanitaires ou des entomologistes. Légalement, nous n'avons pas de motif suffisant pour délivrer un mandat de perquisition ou arrêter quelqu'un sur la base unique de ces informations. C'est une affaire domestique, monsieur Harper. Nous allons enregistrer votre plainte, mais nous ne pouvons pas poursuivre l'affaire pour le moment. Après le départ des officiers, Jacques resta figé, serrant fermement son téléphone. Il savait qu'il ne pouvait pas compter sur la police locale.
Il avait besoin de quelqu'un de confiance. Il ouvrit ses contacts et chercha un nom, Capitaine Meyer, un vieil ami de l'armée, qui travaillait maintenant à un poste de haut niveau au sein des enquêtes fédérales. Jacques tapa un bref message, joignant la vidéo de la silhouette inconnue, une photo de la seringue. Plus important encore, une photo du logo de Biogen Research Solutions qu'il avait trouvé dans la poubelle. Meyer, j'ai besoin de ton aide. Quelque chose de gros se passe. Enquête sur ce logo. Je t'expliquerai plus tard. Il appuya sur envoyer. Son seul espoir reposait désormais sur Meyer. Alors que Jacques retournait sur le canapé lit, le bruit de pas feutrés résonna depuis le couloir. Cette fois, c'était Vanessa. Elle sortit de la chambre, le regardant avec méfiance. « Qu'est-ce que tu fais, Jacques ? J'ai entendu du bruit. » Jacques la regarda droit dans les yeux. « J'ai appelé la police. » Le visage de Vanessa se crispa. « La police ? Pourquoi ? » « Pour qu'il voie ce qui se passe dans cette maison avec Ellie, dit froidement Jacques. Vanessa recula d'un pas, la peur brillant dans ses yeux. « De quoi parles-tu ? Il ne se passe rien. Elle a juste eu une réaction allergique. » « Arrête de mentir, Vanessa. » Jacques se leva et se dirigea vers elle. « J'ai vu ce qu'il y avait sous l'oreiller d'Ellie et la seringue. Je sais pour les paquets non identifiés et cette société de biotechnologie. J'ai des vidéos, des photos, tout. » Vanessa devint livide. Elle ne put dire un mot, se contentant de le fixer, figée de terreur. Jacques ne perdit plus une seconde à discuter avec elle. Il se tourna et se dirigea vers la chambre d'Ellie. Il devait voir comment elle allait. Quand Jacques entra, Ellie était réveillée. Elle était assise dans son lit, ses grands yeux le regardant. Les marques rouges sur sa peau semblaient s'être légèrement estompées. « Papa » murmura Ellie. Jacques s'assit à côté d'elle. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Ellie se pencha contre sa poitrine, chuchotant. Cette nuit, les chuchotements se sont arrêtés. Je me sens plus légère. Le cœur de Jacques se serra de nouveau, mais cette fois pour une raison différente. Plus légère. Cela signifiait que quelque chose lui avait été enlevé. Ou peut-être que sa présence avait effrayé celui qui était responsable, le forçant à reculer. Ou peut-être croyait-il que le travail était terminé pour cette nuit. Vanessa avait verrouillé la porte de sa chambre la veille et n'en était pas sortie depuis. Ellie, après une nuit de sommeil sans chuchotement, avait l'air mieux, bien que toujours faible. Jacques n'avait pas quitté son chevet. Il lui avait préparé de la bouillie, la nourrissant cuillère par cuillère, lui racontant de petites histoires au hasard, essayant de créer une journée normale dans une maison qui ne l'était plus. La sonnette retentit. Jacques ouvrit. Devant lui se tenait un homme plus âgé aux cheveux d'un blanc éclatant, grand et mince, portant un manteau kaki et une mallette en cuir. Derrière lui, deux autres hommes en costume sombre, les yeux vifs et impénétrables. « Êtes-vous Jacques Harper ? » ?»« Oui. Je suis le docteur Simon Black, envoyé par le capitaine Meyer. Voici les agents Davis et Evans. » Jacques jeta un coup d'œil aux accréditations qu'il présentait, puis fit un signe de tête silencieux et s'écarta pour les laisser entrer. Sans tarder, il les conduisit directement à la chambre d'Ellie. Vanessa n'était toujours pas sortie de la sienne. Ellie était assise sur le lit, lisant une bande dessinée. Elle leva les yeux en voyant les étrangers. Le docteur Black se pencha légèrement et lui offrit un doux sourire, puis se tourna vers Jacques. « Pouvez-vous la sortir, s'il vous plaît ? Nous devons inspecter la pièce. » Jacques prit Ellie dans ses bras et la descendit au salon, l'installant à côté de lui, ses bras enroulés fermement autour de lui. La porte de la chambre se referma derrière les trois hommes. À l'intérieur, il y avait un silence étrange, seulement de faibles clics, des bruits de froissement et le léger bourdonnement d'équipement. Jacques écoutait chaque son, chaque minute semblant durer une heure. Après quelques minutes, la porte s'ouvrit. Le docteur Black sortit le premier, le visage pâle. Les deux agents suivirent, visiblement tendus. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Jacques. Black le regarda longuement, puis secoua légèrement la tête. Ils ne correspondent à aucune catégorie connue d'insectes naturels. Les mains de Jacques se crispèrent. D'après notre analyse préliminaire, ils montrent des signes de modification génétique. Des organismes créés par l'homme. Ce ne sont pas des punaises de lit. Ils ont été conçus pour extraire un liquide biologique rouge. Extraire un liquide rouge ou d'autres fluides corporels. Il est très probable que les fluides d'Ellie aient été collectés de manière récurrente. Récurrente. Jacques se figea. Des expériences. Black ne répondit pas. Son regard se porta sur Ellie,
Puis il sortit son téléphone. Oui, évacuation d'urgence. Envoyez l'équipe de confinement biologique. Priorité rouge. Il raccrocha et parla rapidement. Nous devons sortir Ellie d'ici immédiatement. Il y a un risque d'exposition biologique. À ce moment, la porte de la chambre de Vanessa s'ouvrit. Que se passe-t-il? Lança-t-elle d'une voix rauque. Pourquoi y a-t-il des étrangers dans ma maison? Black se tourna vers elle. Madame Vanessa Harper, nous sommes de la force d'intervention fédérale. Nous enquêtons sur une affaire liée à l'état de santé d'Ellie. Vanessa jeta un coup d'œil à Jacques, puis aux agents. Son visage se raidit. Jacques le remarqua tout de suite, aucune panique, seulement du calcul et de la prudence. Êtes-vous affilié à une société appelée Biogen Research Solutions? Elle s'arrêta. La réponse ne vint pas. La tension s'épaissit. Puis vinrent les sirènes, lointaines au début, de plus en plus fortes. En quelques minutes, plus d'une douzaine d'individus en combinaison blanche de protection biologique firent irruption. Des ambulances banalisées et des voitures de police bordaient la rue étroite. Toute la maison fut placée sous confinement. Ellie s'accrocha à Jacques, effrayé. Il l'enveloppa fermement de ses bras, protégeant sa tête du chaos. Emmenez Ellie au véhicule, Harper. Ils vous conduiront tous les deux dans une installation sécurisée, ordonna Black. Vanessa se précipita en avant. Vous n'en avez pas le droit. C'est ma fille. Vous serez placé en quarantaine et interrogé, lui barra le passage l'agent Evans. Vanessa se débattit violemment. Jacques, salaud. Jacques ne répondit pas. Il baissa simplement la tête et murmura à Ellie, tout va bien, ma chérie. Papa est là. Il la souleva et la porta, dépassant la ligne de personnes en combinaison de protection. Alors qu'ils approchaient de la porte, l'un des membres de l'équipe cria, Dr Black. Sous le plancher. Il y a quelque chose ici. Jacques s'arrêta, tourna la tête. Dans la chambre d'Ellie, ils étaient en train de soulever une lame de parquet. Une petite cavité fut révélée, proprement découpée. À l'intérieur se trouvaient plusieurs petites fioles en verre remplies d'un liquide rouge foncé, chacune étiquetée d'une écriture manuscrite, Harper. Jacques regarda, incapable de détourner les yeux. Black fronça les sourcils. Du liquide rouge, stocké, peut-être depuis des semaines. Un frisson parcourut l'échine de Jacques. Le liquide rouge d'Ellie, caché juste sous son lit, là où elle dormait, là où elle avait été piquée par des punaises de lit nuit après nuit. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas aléatoire. On n'élevait pas Ellie, on l'utilisait comme sujet de test. Jacques la serra plus fort, ses yeux se transformant en glace. Plus personne ne toucherait Ellie. Plus jamais. Les sirènes hurlantes n'avaient pas encore disparu de l'esprit de Jacques Harper alors que le véhicule de transport militaire quittait Havenwood, l'emmenant, lui et Ellie. Par la fenêtre, la vieille maison en bois où Ellie avait vécu était maintenant scellée, grouillant de silhouettes en combinaison blanche de protection biologique et de lumière clignotante. Vanessa avait été arrêtée. Son visage, au moment où les menottes se refermaient sur ses poignets, était encore vif dans la mémoire de Jacques, un étrange mélange de peur et de haine. Mais Jacques s'en moquait désormais. Il baissa les yeux sur sa fille, endormie sur son épaule. Ellie tremblait encore légèrement, sa respiration courte et faible. Quelques marques rouges restaient visibles sur ses poignets et son cou. Jacques resserra doucement ses bras autour d'elle. Pour la première fois depuis des années, il avait vraiment peur. Ils arrivèrent au centre national de quarantaine un peu plus d'une heure plus tard. Contrairement à un hôpital ordinaire, cet endroit ressemblait davantage à une installation militaire de haute sécurité. Des couloirs blancs et froids, des portes en verre s'ouvrant automatiquement, des scanners biométriques à chaque coin et un personnel médical se déplaçant en silence comme des fantômes sous des couches d'équipement de protection scellés. Jacques fut escorté dans une zone d'isolement spéciale avec Ellie, une chambre stérile entièrement blanche, si propre qu'elle semblait vierge de toute vie. Ellie fut allongée sur un lit médicalisé, connecté à des machines surveillant son rythme cardiaque, sa tension artérielle et sa température corporelle. Les médecins et les infirmières travaillaient sans relâche tandis que Jacques se tenait immobile à ses côtés, les yeux rivés sur chaque chiffre clignotant à l'écran. Quelques instants plus tard, le docteur Simon Black entra, accompagné d'une femme que Jacques ne reconnaissait pas, grande, mince, cheveux noirs courts et des yeux bleus perçants. Elle ne portait pas de masque, mais sa seule présence fit taire toute la pièce. « Monsieur Harper », dit le docteur Black, « voici Diana West, superviseur en chef de l'unité fédérale de biointervention. Le cas d'Ellie a maintenant été élevé au rang d'urgence nationale. » Jacques lui serra la main. Sa poigne était ferme, stable,
comme celle de quelqu'un qui avait vu un ou deux champs de bataille. Je veux toute la vérité, dit Jacques. Quel genre d'interférence biologique a été fait sur ma fille? Et qui est derrière tout ça? Diana West tira une chaise et s'assit, ses yeux ne quittant jamais ceux de Jacques. Ellie a été la cible d'une opération secrète connue sous le nom de Projet K21, une étude expérimentale sur la réponse immunitaire humaine à des organismes génétiquement modifiés. Le front de Jacques se plissa. Vous voulez dire ces insectes? Ce ne sont pas des insectes, dit-elle. Ce sont des organismes synthétiques, conçus pour injecter un agent déclencheur dans un hôte, puis pour récolter du liquide biologique rouge, enzymes, anticorps, marqueurs immunitaires. Cette expérience a été arrêtée il y a près de 7 ans en raison de graves violations éthiques. Diana fit une pause, se penchant vers Jacques. Vanessa Harper, la belle-mère d'Ellie, était une chercheuse dans ce groupe. Elle a été renvoyée pour avoir utilisé des humains dans des expériences non autorisées sur le liquide rouge. Le cœur de Jacques manqua un battement. Elle a utilisé Ellie comme sujet de test. Oui, et elle n'était pas la seule. Le docteur Black lui tendit un dossier. Jacques l'ouvrit. Des photos, des schémas de structure génétique, des notes manuscrites, des dossiers confidentiels. Un nom de code revenait sans cesse, E.H.E. Harper, murmura Jacques. Diana continua, sa voix aussi tranchante qu'un scalpel. Nous pensons qu'Ellie possède une structure génétique rare, quelque chose qui résiste ou s'adapte en réponse à des organismes artificiels. Elle est le fluide physique idéal pour quelqu'un qui essaie de poursuivre illégalement le projet K21. Vanessa a-t-elle fait ça seule? Nous ne le savons pas encore. Mais une chose est sûre, elle n'est pas la seule à y gagner. Jacques serra les poings, les veines de son cou se gonflant. Il se leva et se tourna vers Ellie, toujours allongée là, respirant aussi doucement qu'une fleur. Je veux l'emmener avec moi. Vous ne pouvez pas, dit immédiatement Diana. Le corps d'Ellie montre des signes d'exposition toxique. Nous devons la garder sous observation stricte. Juste à ce moment, une alarme retentit depuis le lit d'hôpital. Le moniteur cardiaque bipa rapidement, des lumières rouges clignotèrent. Une infirmière cria, réponse physiologique aiguë. La tension artérielle chute. Jacques se précipita et serra sa fille dans ses bras. Ellie! Ellie! Son corps s'arqua comme une corde d'arc, les yeux grands ouverts, les membres convulsant violemment. Équipe d'urgence, stat. Préparez une injection de midazolam. Rythme cardiaque instable. Sa peau commence à excréter du liquide rouge. La peau d'Ellie devint progressivement bleutée, marbrée d'un faible liquide rouge violacé se propageant de son cou à sa poitrine, puis à ses bras. Sa température corporelle monta en flèche. C'est une réaction chimique, cria le docteur Black. Les toxines de l'organisme artificiel s'activent. Un médecin administra un médicament dans le bras d'Ellie. Jacques la tenait toujours, trempée de sueur. Papa est là, papa est juste là, Ellie. Mais son corps continuait de convulser. Un filet de liquide rouge commença à couler de son nez. Nous devons la transférer à l'unité d'isolement d'urgence, maintenant. Jacques fut repoussé. Un écran de verre s'abaissa instantanément, le séparant du lit d'Ellie. À l'intérieur, l'équipe médicale se déplaçait comme un tourbillon, prenant les signes vitaux, administrant des médicaments, désinfectant le liquide rouge et commençant un refroidissement forcé. Jacques pressa son front contre la vitre. Il ne pouvait rien entendre, ne voyant que des images éparses. Un médecin plaçant un ventilateur, un autre effectuant des compressions thoraciques, une infirmière comptant anxieusement les battements. Puis le moniteur cardiaque se tut. Un long bip continu transperça l'air. Jacques cria et se jeta vers la porte, désespéré. Ellie! Mais à cet instant, le cœur d'Ellie recommença à battre. Lentement, mais régulièrement. Le moniteur capta un bip rythmé. La lumière d'avertissement rouge se mua en un bleu doux. Un des médecins fit un signe de pouce levé. Un signal. Elle est stable pour l'instant. Jacques s'effondra sur le sol, les deux mains couvrant son visage. Son corps entier céda sous le poids de la panique. Mais avec elle vint un flot de soulagement. Elle était en vie. Diana West s'approcha de lui, posant doucement une main sur son épaule. « Monsieur Harper, je vous promets que nous ferons tout notre possible pour sauver Ellie. Mais pour ce faire, nous avons besoin de votre coopération. » Jacques leva la tête, ses yeux portant maintenant le regard d'un père qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. « Vous n'aurez pas seulement ma coopération. » La voix de Jacques était basse, froide comme l'acier. « Je veux savoir qui est derrière tout ça.
L'alarme stridente résonnait dans les couloirs de l'unité de biourgence. Ellie convulsait violemment, son petit corps se débattant sur le lit. Des taches violacées rouge pâle se propageaient sur sa peau, devenant plus sombres de seconde en seconde. Les médecins et les infirmières se précipitèrent, chacun concentré sur sa tâche, leurs voix se superposant dans un flot d'urgence. Jacques se tenait figé, regardant impuissant sa fille se battre entre la vie et la mort. « Accroche-toi, Ellie. S'il te plaît, ma chérie, accroche-toi. » Jacques serra fermement sa main, mais les petits doigts d'Ellie étaient glacés et recroquevillés en une griffe raide et anormale. « Nous essayons de stabiliser sa température et sa tension artérielle, » cria l'un des médecins, mais la toxine se propage rapidement. Nous devons trouver un moyen de la neutraliser maintenant. Diana West et le docteur Simon Black se tenaient à côté de Jacques, leurs visages tout aussi tendus. Docteur Black, ces fioles de liquide rouge, avez-vous trouvé quelque chose? La voix de Diana était aussi tranchante qu'une lame. Nous effectuons une analyse à spectre complet en ce moment. Les résultats préliminaires suggèrent qu'Ellie pourrait avoir une résistance rare aux anticorps de la toxine, mais son corps est submergé, répondit le docteur Black, les yeux rivés sur les moniteurs. Diana se tourna vers Jacques. Monsieur Harper, nous avons besoin de votre coopération totale, immédiatement. Ellie est dans un état critique. Nous pensons que sa seule chance de survie pourrait résider dans le profil immunitaire de son père biologique. Jacques la regarda, confus. Père biologique? Qu'est-ce que vous voulez dire? Les premières études montrent que l'immunité d'Ellie, ou du moins une partie, pourrait être héritée de l'un de ses parents biologiques. Nous devons tester votre constitution génétique tout de suite. Si vous portez un gène immunitaire compatible ou même une résistance partielle, nous pourrions être en mesure de transférer des cellules immunitaires pour l'aider à combattre cela, expliqua rapidement Diana, son ton n'admettant aucune hésitation. Sans une seconde de pause, Jacques hocha la tête. Faites-le. Faites tout ce qu'il faudra. Il fut escorté dans une salle de laboratoire voisine. Une infirmière préleva rapidement une fiole de sang de Jacques. On lui demanda ensuite de s'allonger sur un lit d'examen étroit où des électrodes furent fixées pour surveiller ses signes vitaux. Un autre médecin préleva un échantillon de salive et quelques mèches de ses cheveux. Tout le processus se déroula à une vitesse intense, chaque seconde comptait. Pendant ce temps, le docteur Black et Diana West attendaient devant la porte du laboratoire. « Combien de temps avant de savoir ?» demanda Jacques, essayant de calmer sa respiration. « Juste quelques minutes si tout se passe bien. Nous effectuons les tests sur le système le plus rapide disponible, répondit le docteur Black. Le temps s'étira à l'infini. Jacques était allongé là, chaque pensée consumée par Ellie. Il revoyait son petit visage, murmurant à propos de celle sous l'oreiller, se souvenait de la peur dans ses yeux quand il était rentré, des marques rouges sur sa peau, et maintenant de son corps fragile convulsant sur un lit d'hôpital. Une douleur profonde et déchirante l'étreignit. C'était de sa faute. Il n'avait pas été là pour elle assez tôt. On l'a, s'écria soudain un technicien, sa voix épaisse d'excitation. Le docteur Black et Diana West se précipitèrent vers l'écran d'ordinateur. Ils fixèrent intensément les graphiques et les chiffres. Le groupe du liquide rouge est compatible et la structure du gène immunitaire, c'est parfait. S'exclama le docteur Black, visiblement soulagé et stupéfait. Monsieur Harper, vous avez un gène immunitaire exceptionnellement fort. C'est une correspondance parfaite avec celui d'Ellie. Il est très probable qu'elle en ait hérité une partie de vous. C'est notre chance. Diana West se tourna vers Jacques, ses yeux s'illuminant d'espoir. Nous allons commencer le transfert de cellules immunitaires de vous à Ellie immédiatement. Cette procédure comporte des risques importants pour vous deux, mais c'est notre meilleure chance. Faites-le, dit Jacques sans une seconde d'hésitation. Sauvez-la. Il fut déplacé dans une salle stérile pour le transfert du liquide rouge spécialisé. Les infirmières préparèrent l'équipement. Jacques était allongé sur un lit d'hôpital tandis qu'une grosse aiguille était insérée dans une veine de son bras. À côté de lui, Ellie restait inconsciente sur un lit séparé, son corps enveloppé dans des couvertures chaudes, bien que sa peau soit encore d'un violet bleuté. Une ligne reliait le sac de liquide rouge prélevé sur Jacques, à travers un système de filtration complexe, directement à la veine d'Ellie. Le transfert commença. Le liquide rouge de Jacques, porteur de puissantes cellules immunitaires, s'écoulait lentement à travers le tube vers sa fille. Il sentit quelque chose d'étrange, une légère faiblesse l'envahir, mais avec elle vint un sentiment de paix inexplicable. Il donnait une partie de lui-même à son enfant. Pendant qu'il attendait, Jacques regarda le visage pâle d'Ellie. Les souvenirs affluèrent,
Ces moments chaleureux où Sarah était encore en vie, le son du rire d'Ellie, ses étreintes serrées. Il se souvint de la promesse qu'il s'était faite en quittant l'armée. Il reviendrait, il rattraperait les années perdues avec sa fille. Et maintenant, il tenait cette promesse, même si cela signifiait risquer sa propre vie. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Jacques. Il n'avait pas pleuré depuis des années. Pas pendant les combats, pas quand ses camarades tombaient à ses côtés, pas même quand Sarah était morte. Mais maintenant, voyant sa fille vaciller au bord de la vie et de la mort, et sachant qu'il était son seul espoir, ses émotions longtemps refoulées se libérèrent. Il se pencha près de l'oreille d'Ellie, sa voix tremblante d'émotion. « S'il y a une partie de moi qui peut te sauver, tu peux la prendre, Ellie. Tu dois vivre. J'ai besoin de toi. » Des larmes chaudes tombèrent sur la joue d'Ellie. Le temps s'arrêta. Son rythme cardiaque sur le moniteur restait faible, mais il y avait une légère amélioration. La couleur rouge violacée sur sa peau semblait s'estomper, très légèrement. Jacques retint son souffle. Et puis, quelque chose de miraculeux se produisit. Ellie bougea. Ses paupières s'entr'ouvrirent en flottant. Jacques se figea. Il se pencha, les yeux rivés sur ceux de sa fille. Ellie le regarda, ses yeux fatigués, mais plus remplis de peur ou de vide. Elle savait qui il était. Un faible sourire apparut sur ses lèvres. Lentement, elle tendit la main et toucha doucement la sienne. « Papa !» Sa voix était faible, à peine un murmure. « Est-ce que ça fait mal ?» La poitrine de Jacques se serra. D'autres larmes tombèrent, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de joie immense. Il se pencha et l'embrassa sur le front. « Non, ma chérie !» murmura Jacques, la voix épaisse d'émotion. « Ça ne fait pas mal. Pas tant que je peux encore te voir ici. » Il serra sa petite main. Le sourire d'Ellie, aussi faible soit-il, suffit à dissoudre toute sa peur et sa douleur. Il sut alors que l'espoir était revenu, et qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'y accrocher. Ellie était stable. Le liquide rouge violacé sur sa peau avait disparu et sa respiration était revenue à un rythme régulier. Bien que toujours faible, elle n'était plus dans un état critique. Le lendemain matin, Diana West entra dans la chambre. Son expression restait sérieuse, mais une trace de soulagement se lisait dans ses yeux. « Bonjour, Monsieur Harper. Ellie est maintenant complètement stabilisée après la transfusion de cellules immunitaires. Vous l'avez vraiment sauvée, » dit Diana, regardant Jacques avec un respect silencieux. « J'ai seulement fait ce qu'un père est censé faire, » répondit Jacques, la voix encore rauque. « Maintenant, je veux tout savoir sur le projet K21, sur Vanessa et sur les gens derrière tout ça. » Diana hocha la tête. « Vous avez prouvé que vous étiez digne de confiance, et pour le bien d'Ellie, vous avez tout à fait le droit de savoir. Veuillez me suivre. » Jacques lâcha doucement la main d'Ellie, l'embrassa sur le front. « Papa revient tout de suite, ma chérie. » Il suivit Diana jusqu'à une salle de conférence de haute sécurité au sein de l'installation. Le docteur Black était déjà assis, ainsi que plusieurs analystes de données. « Nous avons accédé à certains dossiers classifiés liés au projet K21. » commença Diana, les yeux fixés sur le grand écran. En utilisant les pistes que vous nous avez données, en particulier le logo de Biogen Research Solutions, nous avons découvert quelque chose de bien plus troublant que ce que nous anticipions. L'écran afficha une longue liste de fichiers et de documents. Jacques reconnut plusieurs mots-clés familiers. Le projet K21, expliqua Diana, était à l'origine un projet de recherche médicale militaire étudiant des anticorps spécialisés dans le corps humain. Des anticorps capables de combattre des organismes génétiquement modifiés. Mais le scientifique en chef du projet, le docteur Harold Knox, est allé trop loin. Il a franchi de graves limites éthiques. Il croyait que les enfants étaient des sujets de tests idéaux car leurs systèmes immunitaires étaient encore en développement et qu'ils étaient moins susceptibles de causer des problèmes. Des enfants. Jacques sentit son estomac se tordre. Oui. Diana fit défiler les fichiers. Nous avons trouvé le profil d'Ellie Harper dans la base de données du projet K21. Le dossier personnel d'Ellie apparut à l'écran. Elle est sur leur liste de candidats potentiels depuis longtemps. Diana désigna une ligne de texte. Depuis avant le décès de sa mère biologique. Jacques se figea. La mort de Sarah. C'était un accident de voiture sur le chemin du retour. Il avait toujours cru que ce n'était que ça, un accident. Mais maintenant, ces mots le hantaient, depuis avant le décès de sa mère biologique. Êtes-vous en train de dire que la mort de la mère d'Ellie n'était pas un accident ? demanda Jacques, la voix rauque. Il ne pouvait se résoudre à envisager cette possibilité.
Diana le regarda, les yeux pleins de sympathie. Nous menons une enquête plus approfondie sur cette affaire. Au même moment, dans une autre salle d'interrogatoire, Vanessa était assise en face de 2 agents fédéraux. Madame Vanessa Harper, dit l'agent Davis, la voix ferme et inflexible. Nous savons que vous étiez chercheuse sur le projet K21. Nous avons des preuves que vous avez été en contact avec le docteur Harold Knox. Vanessa resta silencieuse, la tête baissée. Nous avons également des images vidéo vous montrant en train de manipuler Ellie cette nuit-là, et plusieurs fioles de liquide rouge étiquetées à son nom, ajouta l'agent Evans, posant un dossier sur la table. Il est temps de dire la vérité. Qui est derrière tout ça? Qu'avez-vous fait exactement à Ellie? Vanessa éclata en sanglots, ses épaules tremblant de façon incontrôlable. J'ai été forcée. Sa voix se brisa, lourde d'émotion. Knox m'a approché après mon renvoi du projet. Il savait à quel point j'étais désespéré de retourner à la recherche. Il m'a promis de l'argent, un nouveau poste de recherche et toutes les ressources dont j'avais besoin, en échange d'Ellie. Observant à travers le moniteur, Jacques sentit une vague de nausée lui monter à la gorge. En échange d'Ellie. Un enfant. Son enfant. Il a dit qu'Ellie était la candidate parfaite pour le liquide rouge F3, qu'elle avait une immunité rare. Il m'a fait signer un accord, disant que si je ne coopérais pas, il trouverait un autre moyen et que je perdrais tout, avoua Vanessa, sa voix noyée de désespoir. Je n'avais pas le choix. J'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai des stimulants biologiquement modifiés et extrait le liquide rouge d'elle. Ces insectes, ils étaient aussi à lui. Soudain, le moniteur dans la salle de briefing de Jacques bascula sur un nouveau clip vidéo, un enregistrement interne fuité du projet K21, récupéré par l'équipe de Diana à partir de fichiers cryptés. À l'écran se trouvait le docteur Harold Knox, un homme décharné d'âge mûr avec des yeux froids derrière des lunettes à monture métallique. Il se tenait dans une pièce faiblement éclairée, s'adressant à un groupe de personnes. Les enfants sont les sujets idéaux? La voix de Knox résonna dans la pièce, glaçante et clinique. Jacques fixa le visage de Knox, sa colère atteignant son paroxysme. Liquide rouge. Pas une victime. Ces mots transpercèrent le cœur de Jacques. Son Ellie, sa fille, avait été réduite à un échantillon de laboratoire. Knox est toujours actif. Il y a d'autres enfants qui sont encore soumis à des expériences, dit Diana, la voix résolue. Nous suivons sa localisation maintenant. Il est temps d'agir. Jacques se leva, les poings serrés, le visage durci, les yeux brûlants de détermination. Fini les doutes, fini les hésitations. Il ne restait qu'une seule mission. Trouver Knox, sauver les autres et mettre fin à ce cauchemar une fois pour toutes. L'obscurité enveloppait la ville. Sous le croissant de lune, une camionnette noire filait vers la périphérie. À l'intérieur, Jacques était assis à côté du capitaine Meyer, son vieil ami d'armes. Meyer pointa une carte sur sa tablette. C'est le principal emplacement de Knox. Une clinique pédiatrique abandonnée des années 90, déguisée en centre de recherche. Et les enfants? Demanda Jacques. Les équipes de sauvetage sont en position. Notre travail est de confirmer, de rassembler des preuves et de ramener Knox. C'était une mission clandestine. Meyer avait assemblé une équipe tactique d'élite, opérant en dehors du système juridique lent. La camionnette s'arrêta dans une ruelle à quelques centaines de mètres de la cible. Jacques et l'unité, entièrement équipés, se glissèrent dehors en silence. La froide lumière de la lune jetait une lueur pâle sur la vieille clinique, son enseigne déchirée étant une couverture parfaite pour un cauchemar. Ils entrèrent par l'arrière, la serrure de la porte en acier fut forcée en quelques secondes. L'air à l'intérieur était épais d'une odeur de produits chimiques. En silence, ils s'enfoncèrent plus profondément dans le bâtiment, se dirigeant vers le sous-sol. Knox est en bas, signala Meyer. Au sous-sol, une faible lumière filtrait d'une grande pièce. Jacques divisa l'équipe, 3 chercheraient les enfants tandis que lui et Meyer s'occuperaient de Knox. Ils poussèrent la porte. Devant eux se trouvait un vaste laboratoire rempli d'équipements et d'enceintes en verre abritant des créatures étranges et non naturelles, du même genre que celles que Jacques avait trouvées sous l'oreiller d'Ellie. Au centre de la pièce, Harold Knox ordonnait à ses subordonnés de nettoyer. Jacques s'avança. « Bonsoir, docteur Knox. » Knox se retourna, surpris. « Qui êtes-vous » ? « Nous savons pour le projet K21. La partie est terminée, dit calmement Meyer. Knox éclata de rire, puis se jeta vers l'ordinateur. La science ne s'arrête pas. Arrêtez-le, Kiarek.
L'un des sbires se lança en avant et Jacques le mit à terre en un instant. Knox était à quelques centimètres d'appuyer sur le bouton d'effacement des données quand Jacques lui saisit le bras, se débattant avec force. Meyer se précipita pour l'aider. C'est alors que Jacques le vit, le disque dur, celui qui contenait tout. Il l'arracha de toutes ses forces. Knox tomba lourdement au sol. À cet instant précis, Vanessa apparut à l'embrasure de la porte. Elle avait l'air épuisée, blessée. « Jacques, s'il te plaît, pardonne-moi. » Jacques la regarda, son visage ne trahissant rien. Elle avait fait partie de ce cauchemar. Elle avait trahi sa confiance, pire encore, elle avait fait du mal à Ellie. Il ne dit pas un mot. Il la regarda simplement, puis lui tourna le dos, s'éloignant sans hésitation. De quelque part à l'intérieur, une voix appela « On a trouvé les enfants ». Jacques courut. 3 enfants, blottis ensemble dans une petite pièce, maigres, effrayés, avec des marques rouges terrifiantes sur la peau. Il tomba à genoux, adoucit sa voix. « Tout va bien maintenant. Un gentil docteur est là. » Un enfant leva les yeux, murmurant à peine. « Un gentil docteur ? » « Oui. Ils vont vous ramener à la maison. » Il prit l'un des enfants dans ses bras, sentant la légèreté de son petit corps, léger comme l'air. Au même moment, l'équipe de sauvetage officielle fit irruption. Les lumières inondèrent le couloir, les sirènes hurlèrent, les caméras enregistrèrent tout. Knox en état d'arrestation, les preuves sécurisées et les enfants secourus. Jacques serra l'enfant contre lui et regarda les petits visages tremblants, qui commençaient maintenant à montrer les premières lueurs d'espoir. Il les avait sortis des ténèbres. Et maintenant, il était temps de commencer à guérir. Le sauvetage était terminé, mais le chemin vers la guérison prendrait du temps, de l'amour et de la patience. Pour Ellie, et pour chacun de ses enfants. Un mois plus tard, une douce brise marine flottait, apportant l'odeur salée et le son rythmé des vagues clapotant sur le rivage. Jacques se tenait sur le balcon d'un petit cottage en bord de mer, une maison sécurisée arrangée par le gouvernement après tout ce qui s'était passé. Loin de toute la douleur, il apprenait enfin à respirer en paix. Derrière lui, un éclat de rire clair et enfantin retentit. Ellie sortit, serrant un ours en peluche géant dans ses bras. Ses joues étaient roses et ses yeux brillants. Les marques rouges sur sa peau avaient disparu. Sa santé avait miraculeusement rebondi, grâce à la transfusion immunitaire, grâce au liquide rouge qui venait de lui. « Papa, regarde le bateau. » Ellie pointa vers l'eau, les yeux pétillants d'émerveillement. Jacques sourit, s'agenouilla et ouvrit les bras. Elle courut dans son étreinte. Il la serra fort, son cœur s'adoucissant pour la première fois après la tempête qu'ils avaient traversée. « Tu aimes cet endroit ?» demanda-t-il. « Oui. Il y a la plage, le soleil et plus d'insectes. » Ellie gloussa. « Je suis en sécurité maintenant, n'est-ce pas, papa ?» Jacques la serra un peu plus fort et murmura « Oui. Et tu n'auras plus jamais à avoir peur. » Depuis qu'Ellie était sortie de l'hôpital, Jacques dormait sur le lit d'appoint dans sa chambre. Non par peur, mais parce qu'il voulait qu'elle sente toujours sa présence à proximité. L'affaire derrière le projet K21 avait été entièrement exposée. Avec le disque dur que Jacques avait récupéré et les images du raid, Harold Knox et son organisation furent traînés au grand jour. Les médias internationaux explosèrent. Knox fut arrêté et risquait désormais la prison à vie. Ses associés, y compris Vanessa Harper, furent également tenus pour responsables. Vanessa fut reconnue coupable de collusion et d'intervention illégale sur mineurs, n'offrant aucune défense. Jacques ne ressentit aucune satisfaction, juste une tristesse silencieuse pour quelqu'un qui avait autrefois fait partie de sa vie, maintenant réduite à une criminelle. Les autres enfants furent transférés dans un établissement médical spécialisé pour y être soignés. Jacques était allé leur rendre visite. Il l'appelait le gentil docteur. Il ne les corrigea pas. Il n'était pas médecin, mais il était quelqu'un qui avait tenu sa promesse. Diana West l'invita un jour à prendre la parole lors d'un forum mondial sur l'éthique médicale. Jacques refusa. « Je suis juste un père, dit-il. Je l'ai fait pour ma fille, pas pour les applaudissements. » Diana comprit et respecta cela. La vie reprit lentement son rythme. Jacques et Ellie s'entraînèrent à vivre normalement à nouveau. Ils faisaient les courses, cuisinaient ensemble, se promenaient le long de la plage et réapprenaient à faire confiance à la sécurité. La cicatrice restait, mais elle ne pleurait plus de rouge. Un après-midi, Ellie lui tendit un dessin. Il représentait un homme en chemise tenant la main d'une petite fille sous le soleil. « Comment s'appelle celui-ci, ma chérie ?» demanda Jacques. « Le héros sans armure, qui tient juste la main de la fille », répondit Ellie.
Jacques la serra dans une étreinte forte. C'était le seul titre dont il ait jamais eu besoin. Quelques mois plus tard, Jacques fonda une organisation à but non lucratif appelée la Fondation Ellie, dédiée à la protection des enfants contre les expérimentations inhumaines et au soutien des victimes comme Ellie. Il ne se montra jamais devant les caméras, toutes les tâches administratives étaient gérées par une équipe de confiance. Jacques resta discrètement impliqué, contribuant en coulisses. Avec l'aide de Meyer et Diana, la fondation trouva une assise solide. Jacques travaillait à distance, mais ne s'écarta jamais de sa mission. Un soir, ils étaient assis tous les deux sur le balcon. Le ciel était rempli d'étoiles. « Papa » murmura Ellie. « Je t'aime. » Jacques sourit, la serrant contre lui. « Je t'aime aussi. Plus que tout. » Au-delà de la balustrade, les vagues continuaient de déferler. Mais dans les bras de Jacques, sa fille était en sécurité. Et c'était tout ce qui avait jamais vraiment compté. L'histoire de Jacques et Ellie n'est pas seulement un voyage pour découvrir une sombre conspiration, c'est un puissant rappel de ce que l'amour peut faire. Qu'un père qui a autrefois combattu sur le champ de bataille peut devenir un héros silencieux dans sa propre maison. Nous vivons dans un monde moderne, et pourtant, il y a encore des enfants qui crient en silence, sans être entendus. La question est, écoutons-nous vraiment? Voyons-nous vraiment ce qui est juste devant nous? Et vous, à la place de Jacques, qu'auriez-vous fait? Vous êtes-vous déjà senti impuissant, incapable de protéger quelqu'un que vous aimez? Selon vous, qu'est-ce qui compte le plus pour qu'un enfant grandisse en sécurité, l'amour ou le courage des adultes qui l'entourent? Merci d'être resté avec cette histoire jusqu'à la fin. Si elle a touché votre cœur, je vous serai reconnaissant de laisser un commentaire, non seulement pour partager vos pensées, mais aussi pour que je sache que vous allez bien.